Une nouvelle semaine commence et le tribunal de l'actualité ouvre sa première audience ce lundi 9 janvier. Nous évoquons aujourd'hui les derniers chiffres de l'éducation en situation d'urgence, ainsi que l'épilogue de l'affaire des militaires ivoiriens détenus jusqu'au 7 janvier dernier au Mali. Les juges du tribunal de l'actualité siègent au grand complet pour cette première audience de la semaine. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour président Tomangui, bonjour juge Vaha, bonjour juge Ouedraogo, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougouma, bonjour juge Ouedraogo, bonjour président Tomangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour. Juge Bougouma, bonjour. Juge Vaha, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Troy TV. C'est la télé interactive et en simultané sur Radio Watt FM, la radio 100% urbaine. Une audience qui démarre, comme vous le savez, comme d'habitude, avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Séquence avant-propos des juges qui sont tous en place ce matin pour cette première audience et on commence par Bernard Bougman. Merci président, je sacrifie à la tradition de lundi et aujourd'hui je partage une citation de Robin B. Sharma qui dit, je cite, « Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des leçons. Il n'existe pas d'expérience négative, il n'y a que des occasions de mûrir, d'apprendre et d'avancer le long de la voie de la maîtrise de soi. » Voilà, donc nous sommes dans un contexte burkinabé où on se pose mille et une questions. Comment on est arrivé là? Est-ce qu'on a commencé à tirer le son? Est-ce qu'on ne tire pas trop sur la corde? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on arrive maintenant dans la sérénité, dans la maîtrise de soi à nous poser des vraies questions? J'ai l'impression que nous courons dans tous les sens au moment où on a besoin de sérénité, de maîtrise de soi pour pouvoir nous poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses. Parce que la qualité de notre vie, la qualité de notre vivre ensemble dépendra de la qualité des questions que nous allons nous poser sur un certain nombre de choses. Pourquoi nous? Pourquoi eux? Pourquoi pas? Pourquoi? Tant qu'on n'aura pas les vraies questions, les bonnes questions à nous exposer, à nous poser, nous n'aurons pas les bonnes réponses. Donc même dans notre vie quotidienne, c'est cela. Si nous ne posons pas les bonnes questions, nous allons accuser à tort et de façon injuste les autres. Alors que nous aurons pu tirer des expériences de la relation que nous avons avec les autres. Donc je voudrais souhaiter un très bon lundi, une excellente semaine aux uns aux autres, beaucoup de courage à nos forces de défense et de sécurité, en ayant une pensée spéciale aux jeunes de Nagrins. Il faut donc qu'on se pose les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses afin d'aller de l'avant. Juge Geoffroy Vaha, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci président. Moi c'est le FESPACO, 28e édition. On sait que c'est prévu du 25 février au 4 mars. On va dire que les choses semblent bien blindées puisque officiellement on a envoyé une note au Togo pour lui demander d'être le grand invité de cette 28e édition. Les raisons ont été avancées. On sait que le Togo a fait beaucoup d'efforts sur la question du cinéma. En témoigne par exemple ce qu'ils avaient pris en 2021, je vais retrouver. Ils ont appelé ça le code du cinéma et de l'image animée. Donc ça dénote de ce que le Togo soit vraiment engagé. Et puis on se rappelle aussi que lors du dernier FESPACO, dans la partie, je ne dirais pas, c'est pas dessin animé, ils appellent ça film d'animation. Le prix est reparti à Ingrid Agbo. Donc il y a beaucoup d'efforts qui est fait par ce pays-là pour booster ce pan de notre économie, quoi que ce soit de l'art aussi, quoi qu'on dise. Donc on dira que pour cette 28e édition, les choses semblent vraiment bien calées. Malgré qu'on soit dans un contexte un peu difficile, il faut de la résilience et je pense que le FESPACO va y participer. Le FESPACO va participer à cette résilience vivement le premier clap de cette 28e édition. Et puis on dira bonne arrivée aux Togolais, ce sont nos voisins et nous avons sans doute de bonnes relations avec le Togo pour parler de cinéma et pour parler aussi d'autres choses. Oui, juge Moussa Ouedraogo, votre avant-propos du jour. Merci président. Il y a quelques mois, j'avais évoqué ici la situation d'un prisonnier qui avait ses enfants en difficulté de scolarisation, justement parce que leur papa était détenu.
il y a une bonne volonté du nom de M. Aboubacar Kindo, qui a bien voulu répondre à cette requête-là, et depuis quelques mois, donc, il a essayé de rentrer en contact avec la famille, et il a décidé donc de prendre en charge cette fille-là qui venait d'avoir donc le baccalauréat et qui ne savait pas si elle allait pouvoir continuer justement ses études parce que son papa était détenu. Et je voudrais ce matin donc dire merci à ce monsieur-là qui a bien voulu donc faire ce travail de solidarité. Il a précisé que ce n'est pas parce qu'il a les moyens de le faire, mais c'est parce qu'il a été sensible donc au message que nous avons lancé ici au tribunal de l'actualité. Il a l'habitude de le faire et il m'a indiqué qu'il y a environ une cinquantaine de jeunes comme ça qu'il a pu aider et qui sont pour la plupart aujourd'hui des médecins qui servent donc le Burkina Faso. Donc merci à M. Kindo et merci à toutes ces bonnes volontés qui dans la discrétion aident d'autres Burkinabés à devenir meilleurs, à poursuivre les études et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et la solidarité est une valeur africaine. Et c'est toujours avec beaucoup de bonheur qu'on voit certains, malgré la limite de leurs moyens, venir au secours donc d'autres Burkinabés afin donc de leur sortir de leur situation difficile. Merci et chapeau à M. Kindo. Merci et chapeau à M. Kindo. Une bonne action qui nous amène donc à ne pas désespérer de notre situation et à encore promouvoir les vertus de la solidarité pour nous en sortir. C'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité pour cette première audience de la semaine. Une première audience qui évoque pour commencer les derniers chiffres de l'éducation en situation d'urgence, et l'on assiste malheureusement à une hausse du nombre d'écoles fermées entre fin novembre et fin décembre 2022, ainsi que du nombre des élèves et enseignants affectés par les crises qui frappent le Burkina. Bernard Bougma. Oui, tout à fait. Quand on lit ces chiffres, la seule lecture, c'est que nous n'avons pas encore réussi à inverser la tendance. Donc, alors qu'il faut, à un moment donné, que quand on regarde le tableau, que les chiffres soient en baisse. Et il y a un seul chiffre qui est en baisse, c'est 11 structures. Ça, il s'agit du nombre d'établissements fermés. Donc, qui est passé de 275 en fin novembre à 264 en fin décembre. Donc, une baisse de 11 structures éducatives. Tout le reste, c'est hausse. C'est-à-dire que nous sommes... Non, mais c'est ce chiffre dont vous parlez qui porte plutôt sur la réouverture des établissements fermés. Il n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que cela veut aussi dire qu'il y a moins d'établissements réouverts. Oui, j'ai même mal fait effectivement, j'ai confondu les voilà, oui, effectivement. C'est même pas l'ouverture des établissements fermés. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on n'est pas encore parvenu, ne serait-ce qu'à l'équilibre des forces. Donc s'il y a équilibre de force, même si ça veut des ouvertures momentanées, parce que par moment la situation nous est favorable ou pas. Mais ici, le tableau, il n'est pas reluisant. C'est un tableau qui montre que nous ne sommes pas encore à l'inversion des tendances. Malheureusement, nous sommes en train de perdre du terrain et si on tient compte effectivement des chiffres et des dates. Donc en un mois, quand on regarde effectivement le curseur, et bon voilà. Donc c'est cette réalité-là aujourd'hui que nous devons, c'est à cette réalité que nous devons faire face. C'est la première lecture à chaud que je fais de ces chiffres qui ont été communiqués, qui indiquent que effectivement la situation pour le moment n'est pas en notre faveur. La situation n'est pas en notre faveur, Geoffroy Vara. On a 679 structures éducatives qui ont fermé en l'espace d'un mois, de fin novembre à fin décembre 2022. Donc de 5574 établissements scolaires fin novembre, on est passé à 6253 établissements fermés de fin décembre 2022. Ce qui, conséquemment, agit sur le nombre d'élèves et d'enseignants affectés par les différentes crises. Oui, quand on regarde les chiffres, je rejoins ce que dit Bernard, c'est que cela nous évoque
très clairement, c'est que on n'a pas encore inversé la tendance. Même si on apprend de bonnes nouvelles ici et là, le Dieu c'est que les terroristes continuent de faire vraiment mal et à s'aimer vraiment la peur. Et quand vous regardez ces chiffres, ça doit forcément interpeller. On a passé le cap du million d'enfants impactés par cette crise-là, même si on y met à côté du sécuritaire, le sanitaire et donc les catastrophes naturelles. Mais on sait que le clair, c'est vraiment la question sécuritaire qui impacte ces enfants-là. Plus d'1 million d'élèves qui se retrouvent hors du circuit et impactés, ça veut dire beaucoup de choses et ça doit nous parler parce qu'on sait que la relève, c'est bien eux, c'est cette jeunesse-là. C'est pour ça, lorsqu'on parle des camps de déplacés, les plus touchés, c'est les femmes et les enfants. Donc ça doit interpeller les Burkinabés de façon générale dans la dynamique de faire parler son cœur et d'agir à l'endroit des autres, même peut-être qu'on ne connaît pas. Il y a ce qu'on fait déjà pour nos parents proches. On a tous des connaissances, on a même des parents, ou bien on a même soi-même son village qui n'est plus accessible. Et donc, quand on dit que votre village n'est plus accessible, tout le monde a quitté les lieux, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, vous avez aussi comment dire cela, d'un point de vue social, vous avez de nouvelles charges. Il faut bien aider sa famille. Mais au-delà de cela, même si on peut aider les gens qu'on ne connaît pas, lorsqu'on parle par exemple d'élan de solidarité, c'est des éléments qu'on peut regarder comme ça, mais ça doit nous interpeller à vraiment partager. J'ai dit le Burkinabé d'aujourd'hui doit avoir de sa tête une autre façon de se comporter. Plus rien, on ne doit pas jeter les choses à la poubelle en fait. On a un abus usagé, on a une chaussure qu'on pense qui ne sert plus, ça peut toujours servir à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on doit commencer en fait à réfléchir. Mais en même temps aussi pour ceux qui sont à la tête, c'est vrai qu'on a des éléments de satisfaction avec des nouvelles qui viennent ici et là. Mais il faut dire que c'est une guerre et que l'ennemi qui est en face, il est toujours en train de nous faire mal et très mal d'ailleurs. Et puis dans ces chiffres aussi, il y a la question des enseignants. Évidemment, si on ferme les écoles, c'est sûr que c'est les enseignants qui s'en vont. Donc, il faut vraiment repenser la réorganisation des choses. Il y a quelque chose d'intéressant. Moi, quand on est un fonctionnaire, on touche toujours son salaire. Donc, on peut toujours réorganiser les choses pour qu'il y ait un nouveau départ et puis qu'il serve aussi pour ceux-là qui attendent aussi une éducation. Donc, ça, il faut avoir de la proactivité là-dessus. Recenser et puis être prompt à réorganiser pour ne pas qu'on se retrouve dans des situations où on a une bonne partie de ceux qui peuvent aider aussi, mais qui, voilà, parce qu'on n'a pas pris la mesure des choses, qu'on n'a pas redéployé et qu'on soit donc dans des difficultés juste parce qu'on est en sous-emploi de capacité comment dire ça, de proposer. Donc pour moi, ça aussi c'est des éléments que ces chiffres-là donc interpellent. Mais il y a beaucoup d'autres éléments, mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Geoffroy Varra l'a dit tout à l'heure, on a passé le cap de 1 million d'élèves. Il y a 1 076 155 élèves qui sont impactés par ces différentes crises, donc fin décembre. Ils étaient 977 187 élèves fin novembre. Ça fait quand même une hausse substantielle, importante. Et cela nous interpelle tous. Absolument. Je pense que ces chiffres sont des indicateurs que la situation sécuritaire est extrêmement difficile et préoccupante et que il y a un hiatus entre la communication gouvernementale qui nous dit que tout semble en tout cas évoluer positivement sur le terrain et ces chiffres qui nous montrent qu'il y a des difficultés à inverser les tendances. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que depuis 2016, c'est la même chose. On engloutit plusieurs milliards dans la sécurité, on investit en ressources humaines, mais quand on regarde les résultats, au fur et à mesure qu'on avance, les choses se dégradent de plus en plus. Sur presque tous les pans de la société, l'économie est à terre, l'éducation est en lambeaux, c'est extrêmement difficile.
et ça nous interpelle tous sur la nécessité encore de redoubler d'efforts, mais de changer surtout de paradigme pour ne pas être toujours là à répéter les mêmes choses, à faire les mêmes choses et à espérer que la situation change. En tout cas, jusque-là, ce qui est constant, c'est que nous n'avons pas encore trouvé un remède au saignement de notre pays relativement donc à la question sécuritaire. Le vivre ensemble est touché, tout est pratiquement au rouge et il y a urgence effectivement que l'ensemble des acteurs continuent et poursuivent la réflexion afin donc qu'on puisse sortir de cette situation qui n'est pas du tout reluisante. Alors il faut qu'on puisse sortir de cette situation, mais pour sortir de cette situation, il faut qu'on ait des améliorations notables sur le plan sécuritaire. C'est un peu le serpent qui se mord la queue sur la situation de l'éducation, qui est quand même un pan important de notre société, l'éducation qui est touchée, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enseignants qui sont maintenant sans structure éducative, les établissements d'accueil ont délocalisé pour raison d'insécurité, ont augmenté eux aussi. Alors, une vue globale sur cette situation. Et comment on fait, justement, ce n'est peut-être pas à vous que je devais poser cette question, comment on fait pour infléchir justement cette tendance? Oui, parce que l'école, c'est tout un symbole. Et l'instituteur, c'est également un symbole dans l'administration burkinabé. Vous savez que dans le temps, l'instituteur, c'était pratiquement un officier, il avait les fonctions, il incarnait les fonctions pratiquement d'un officier de l'état civil. Quand vous étiez affecté dans certaines localités comme instituteur, et en même temps que vous dispensez les cours aux élèves, c'est vous qui enregistrez les naissances et les décès. Donc à la fin du mois, qui part avec le registre pour faire enregistrer au niveau de la préfecture et revenir avec les actes de naissance et les actes de décès pour ceux qui avaient demandé et attendre le prochain mois pour pouvoir le faire. Donc il y avait un registre d'actes de naissance et de décès chez l'instituteur. Donc après, c'était aussi le symbole de l'administration dans toute sa splendeur, qui aidait les uns les autres à rédiger même leurs lettres. En son temps, c'était des lettres écrites, et donc qui connaissait jusqu'aux intimités des villageois, parce que c'était le monsieur qui pouvait écrire et puis faire envoyer ou aller faire poster même en ville. Donc c'était un commun de l'État et c'était une clé passe-partout dans des localités. Donc, mais avec l'évolution des choses, bon, sa fonction était ramenée à la fonction première. Mais l'autre symbole, c'est que c'est aussi lui qui apprend l'enfant à lire et à écrire, les lettres et les chiffres. Et donc aujourd'hui, ceux qui attaquent s'oppose également à cette façon de dispenser le savoir à l'enfant. D'abord la langue d'enseignement, ensuite les matières qui sont enseignées et le comportement. Donc il demande d'enseigner dans une autre langue, d'enseigner ceci et d'utiliser un livre saint. Et donc, qui pose effectivement un certain nombre de conditions. Donc il y a cette opposition politico-idéologique sur fond de convictions religieuses qui est là. Mais est-ce que nous, on a eu le courage de regarder ces choses-là de près? Non. Nous sommes entrés dans une sorte de déni. On a trouvé des mots pour les masquer. On appelait le déni résilience. Quand vous voulez aborder sur certaines... Attention, c'est sensible, non. Il ne faudrait pas. Attention, c'est simple, il ne vaut mieux pas. Attention, c'est simple, il ne vaut mieux pas. Donc on est resté dans le déni, on est resté dans l'accusation de groupes politiques, des entités sociales et tout. On est resté dans ça. Mais on n'a pas su se parler véritablement ou anticiper véritablement. Sinon, ce n'est pas... La radicalisation n'a pas commencé maintenant. C'est des choses qui datent des années 2009, 2010, 2011, et j'en oublie. Jusqu'à ce qu'on accueille les réfugiés venus et des alertes ont commencé à être données. En son temps, ça n'a pas été traité avec la même diligence. Conséquence, de groupuscules ont eu le temps de s'installer et de s'élargir et devenir maintenant des groupes très influents, avec suffisamment d'argent, suffisamment d'hommes et de femmes formés pour ça. Donc nous sommes restés là, soit à nous accuser, ou à regarder, ou à dire que d'ici là ça va finir. On a même donné des délais par moment. Conséquence, nous n'avons pas travaillé sur l'anticipation. Et jusqu'à présent, je ne pense pas d'ailleurs qu'on a sérieusement travaillé sur l'anticipation. Donc ici, voilà qu'un symbole fort est tapé. Vous savez, une génération que nous sommes en train de perdre.
Nous sommes depuis 2015, avec les premières attaques terroristes, jusqu'en cette année 2023, ça nous fait combien d'années? 7 ans. Ça fait 8 ans. Pardon, 8e année. Oui. Voilà, nous sommes dans la 8e année. En 8 ans, combien de terrains avons-nous perdu? En 8 ans, nous n'avons jusqu'à présent pas pu parler le même langage, pour savoir anticiper. En 8 ans, les partis politiques se sont battus pour le pouvoir d'État. Ça leur a même échappé. En 8 ans, les militaires se battent pour contrôler le pouvoir d'État. En 8 ans, on est plus divisé sur les questions religieuses, sur les questions ethniques, sur les convictions idéologiques et politiques par moment. Donc en 8 ans, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore arrivés à parler le même langage. Mais je pense qu'avec les derniers développements, il y a un déclic qui est en train d'être créé, que nous n'avons qu'un seul pays. Mais c'est à l'image des autres pays, et même la Côte d'Ivoire est passée par là, le Libéria est passé par là, la Sierra Leone est passée par là. Les gens se sont d'abord accusés, se sont entretués d'abord. Après, se sont dit, mais attention, on a un seul pays. Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Le discours a commencé à changer. Même la composition des artistes musiciens a commencé à changer. Et je pense que nous sommes, de mon point de vue, nous sommes dans cette ère-là. 8 ans après, je pense que si on n'a pas crié, on n'a pas encore trouvé un déclic pour se parler sur les questions essentielles, et on va rester dans l'accusation, la stigmatisation, la discrimination, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Malheureusement, on n'a pas encore réglé ces questions qui sont très importantes. On fuit le débat, on dénie. Non, il y a une réalité qui est là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Oui, c'est vrai qu'ils disent de dispenser les cours comme ça. Pourquoi ils le disent? Et qui sont-ils? S'ils le disent, est-ce qu'il y a des mécanismes de se parler? Oui ou non? Non, mais il y a de la sérénité qu'il faut avoir dans le traitement de cette affaire, parce que on est en train de, et comme l'opération de recrutement massif de VDP a été effectivement lancée, vous voyez que les groupes armés se sont essaimés au niveau du Burkina. Donc, conséquence, beaucoup d'autres écoles vont fermer. Ça, c'est pas une prédiction maléfique, parce qu'ils se sont essaimés. Il y a des zones où il y a moins d'attaques, alors qu'il y avait une recrudescence d'attaques là-bas. Pourquoi? Soit ils sont en zone conquise, ils n'ont plus besoin d'attaquer quoi que ce soit, ils règnent. Et les nouvelles zones, c'est aussi pour contribuer à maintenir la psychose. Mais comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on endigue? Je pense qu'on est beaucoup plus dans cette situation aujourd'hui. Alors, Geoffroy, cette situation sur l'éducation pèse quand même lourdement dans la situation globale sécuritaire et reste d'une certaine façon la face visible de cette situation sécuritaire que nous vivons, puisque les écoles fermées constitue en quelque sorte la manifestation de ce terrorisme qui nous assaille depuis plusieurs années. Je suis entièrement d'accord, c'est un genre de baromètre. Et quand vous regardez les chiffres, moi je suis désolé de le dire, ça veut dire que jusqu'à présent, même le militaire au pouvoir n'a pas pu avancer outre mesure. On est dans une situation qui est pire que celle sous le civil. Ayons le courage de le dire. On a les chiffres qui sont clairs. Vous regardez, même novembre et fin novembre, fin décembre, vous avez plus d'écoles encore qui ont fermé. On ferme parce qu'on fuit le terrorisme. Donc ça, il n'y a pas de débat. Pour moi, ça, c'est des indicateurs. C'est vrai qu'on tente de trouver des solutions, mais à la vérité, les terroristes sont devenus beaucoup plus forts. Et ils ont une capacité de nuisance qui est renforcée. Et ça, je pense que c'est ce que témoignent les chiffres. Maintenant, en même temps, comme on parle d'éducation, qu'est-ce qu'on fait nous? Pour moi, il y a des chiffres qui doivent nous interpeller. Regardez, par exemple, on parle de 679 structures éducatives qui ont fermé. Qui ont fermé en un mois. En un mois, fin décembre. Mais en même temps, dans la même période, nous, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu faire seulement on a pu mettre que 248 établissements d'accueil pour ces élèves déplacés internes. Regardez le gap. Vous êtes à pratiquement 700 écoles qui ferment. Vous avez 200, seulement même pas la moitié d'écoles nouvelles que vous prévoyez pour pouvoir accueillir ces élèves. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne partie qui ne part plus à l'école. C'est ce que ça nous suggère déjà ici. Ce que ça traduit, ces chiffres-là aussi, c'est que justement, il y a plus d'écoles d'accueil,
il y a eu plus d'écoles d'accueil en un mois, entre novembre et décembre. Donc, il y a eu 248 nouvelles 248. écoles. Voilà. Alors qu'il y a plus de 700, il y a près de 700 qui viennent de fermer. Donc, en matière de capacité d'absorption, on voyait qu'on est vraiment... On est loin du compte. On est loin du compte. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de ces élèves-là qui vont rester hors de l'école. Et ça, c'est des choses qui vont encore impacter demain. Donc, pour moi, c'est des éléments sur lesquels on doit petit à petit donc réfléchir. Mais pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Bernard aussi, c'est que on est un peu mal à l'aise. On est un peu mal à l'aise parce que chacun vient prêcher que on est en train de monter en puissance, on est en train de faire ci, on est en train de faire ça. Mais il y a des éléments qui sont plus scientifiques, qui sont plus, tangibles, qui dénotent que c'est bien d'avoir des faits heureux, mais c'est bon de comprendre quelle est la tendance dans laquelle on est. Il faut qu'on prenne conscience pour ne pas se retrouver à être des laudateurs alors que la situation est en train de s'empirer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être tentées aujourd'hui. On espère que ça va marcher, mais il faut accepter que la réalité aujourd'hui, c'est que la situation petit à petit là, elle se dégrade. Maintenant, sous le MPSR 1, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. Vous savez, un médecin qui vient, lorsque vous êtes en phase, je ne dirais pas terminale, mais presque terminale, il n'a pas la même pression que celui qui venait lors du début du diagnostic et autres. On a eu beaucoup de médecins avant qui n'ont pas administré ce qu'il fallait. Et je dis encore, quand on prend le MPSR 1, il y a eu une accélération dans le pourrissement de la situation sur le plan sécurité, parce qu'on avait comme l'impression on refusait d'aller vraiment faire le combat et qu'on était sur d'autres questions. Aujourd'hui, on a recentré peut-être les choses sur le fond, mais ce n'est pas des éléments aussi qui prennent, en termes d'impact et d'inversion du jour au lendemain. Mais c'est bon de dire la vérité qui est que actuellement ça ne va pas. Et j'ai aimé que lors des premières rencontres entre le chef de l'État et les différentes franges, il y a eu l'exposé des faits. Et il a été clair. Quittez Ouagadougou, vous ne faites pas 100 km, vous tombez dans ce que vous savez. Pour dire qu'il y a comme dynamique d'encerclement et tout. Donc quand on dit cette vérité, quand c'est su, je pense qu'on peut maintenant se poser le débat du solutionnement apporté. Mais quand on est dans un déni, là c'est plus compliqué. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est jouer le laudateur là qui va servir le Burkina. Non, il y a Roch-Kaboré, l'ancien président a eu ses laudateurs, et vous prenez le cas d'Amiba, il a eu aussi ceux qui l'ont encensé, ce n'est pas ceux-là qui lui ont rendu service. Et aujourd'hui aussi, avec Ibrahim Traoré, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut que les gens acceptent que certains disent. Je pense que c'est là aussi l'autre niveau du débat dans ce qu'on est en train de lire ici. Ce n'est pas être contre, mais c'est de dire il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation au Burkina où il y a des gens qui ne veulent pas permettre que d'autres disent qu'il y a des choses à améliorer. Mais en même temps, ne pas vouloir, c'est pas grave. Mais quand vous commencez à menacer ces personnes-là, et dire que vous allez lancer l'appel au meurtre, ça devient très compliqué. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a fait pendant ? Et quand j'entends par exemple sur une chaîne de télé qu'un magistrat dise qu'il va se risquer à aller peut-être mettre la main sur le monsieur alors qu'il a autour de lui ses défenseurs et tout, et que les autres sont restés, qui a dit quoi ici, moi je suis surpris. Ouais. Et j'ai froid dans le dos. C'est parce que cette même justice-là, avec la force de l'État, on a vu ce qu'elle a fait pour des éléments moins durs que ça. Donc ça, par exemple, c'est des discours qui me choquent. Mais je veux dire quoi ? Lorsqu'on laisse des gens aller aussi loin, regardez aujourd'hui avec l'affaire Nouna, c'est-à-dire que ce que cette parole, c'est pas une parole libérée, c'est ce que cette parole pernicieuse, permise aujourd'hui là, est en train de faire. Si on ne réorganise pas, si on n'est pas dur, on risque de se retrouver dans des situations plus difficiles, qui font plutôt, pour moi, et qui rendent service à l'ennemi. Parce que certains dans des agissements ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de rendre plutôt service à l'ennemi. Il n'y a pas plus facile, et tous ceux qui connaissent la stratégie de guerre le diront,
Il n'y a pas plus facile que dans une guerre que de créer la zizanie à l'intérieur du camp d'en face. Lorsque vous êtes parvenu à cela, je pense que vous attendez de voir les survivants puis vous venez les achever, puisqu'ils sont en train de se battre entre eux là-bas. Donc il faut qu'on évite ça. L'ennemi, c'est pas entre nous ici. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Je pense que ça, c'est important. C'est important de ne pas se tromper d'ennemi et c'est également important de mettre le doigt sur les chiffres et sur la réalité de la situation. Les écoles fermées sont en hausse, les élèves et les enseignants affectés augmentent, les personnes déplacées internes aussi. Donc le contexte sociopolitique et sécuritaire national est plus que jamais encore critique. Et vous savez trop. Oui, la situation est très critique et les uns et les autres l'ont indiqué et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et voilà pourquoi les communicants, en tout cas qui accompagnent nos gouvernants, doivent faire beaucoup attention et comprendre que la communication ne peut pas tout résoudre et qu'il faut éviter surtout de cacher les vrais chiffres. On peut continuer à aider les gouvernants dans leur stratégie de communication, mais la vérité libère. Et la vérité a l'avantage de ne pas contribuer à pourrir la situation parce que chaque citoyen sait à quoi s'en tenir. On a toujours dit, lorsqu'on commence à mettre à l'écart les médias classiques pour ne communiquer qu'avec des boxeurs en dessous de la ceinture, qu'on appelle activistes, etc., etc. Bon, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on cache. Et ça, c'est vraiment dommage pour notre pays. Cette sorte de musellement de la presse qui est mis pratiquement de côté et il n'y a que les gouvernants qui disent ce qu'ils font sans qu'il n'y ait véritablement de possibilité de vérifier certaines choses, de poser des questions pour avoir plus d'explications, etc. Moi, j'ai bien peur qu'on retombe dans ce que nous avions critiqué sous le MPSR 1, où tout le monde disait tout va bien, l'armée monte en puissance, nous sommes forts, nous arrivons à gagner du terrain. On nous disait même qu'il y a des localités qui sont libérées, mais on ne veut même pas donner les noms de peur que les terroristes reviennent. Ça veut dire que ça n'a pas été libéré. Mais bon, ceux qui critiquaient justement étaient considérés comme des personnes qui n'aimaient pas le pays, etc. Et ces chiffres qui émanent également de l'État, qui vient du gouvernement, viennent nous montrer qu'il y a véritablement un hiatus entre ce que les communicants disent et la réalité du terrain. Donc il y a effectivement nécessité qu'on prenne conscience de cette situation-là et qu'on essaie de trouver ensemble les moyens de les adresser. Comment je prends le chiffre de plus de 1 million d'enfants qui ne peuvent plus aller à l'école? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on a réfléchi à d'autres mécanismes pour que, s'ils ne sont pas dans le système éducatif classique, qu'on puisse trouver des moyens de les récupérer d'une manière ou d'une autre? Parce que le risque, et moi mon inquiétude, c'est que justement, ces enfants-là soient poussés justement dans ces groupes terroristes. C'est pareil pour les enseignants. Quand on ne va plus à l'école, quand on tourne les pouces à la maison, on est tenté par tous les vices. Donc pour moi, il y a nécessité qu'on puisse réfléchir à comment on absorbe rapidement ces enfants-là dans d'autres types de trucs. Par exemple, quand la maladie à coronavirus, quand le coronavirus est arrivé, on a réfléchi rapidement à des mécanismes pour que ceux qui ne pouvaient pas aller à l'école pour raison de cette maladie-là puissent recevoir d'une manière ou d'une autre les cours, soit à travers les médias, soit à travers d'autres mécanismes en tout cas que les enseignants eux-mêmes avaient développés. Mais aujourd'hui, ces millions d'enfants qui sont pas forcément dans le système classique là, on doit trouver les moyens de les absorber d'une manière ou d'une autre pour ne pas justement les perdre non seulement
à travers donc le recrutement des groupes terroristes, mais que leurs enseignants également ne soient pas laissés à eux-mêmes comme ça. Je suis persuadé que moyennant un minimum de réflexion, on doit pouvoir trouver en tout cas des moyens pour les absorber. D'autant plus qu'il y a des pays qui ont connu ces situations-là avant nous. On doit pouvoir donc avoir des partages d'expériences afin donc de pouvoir sauver ces tout petits-là. L'autre aspect aussi qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui le tout militaire a montré ses limites. On a pendant des années concentré les moyens sur le plan militaire. On a acheté des armes, on a acheté des équipements divers, mais qui aujourd'hui semblent ne pas avoir servi véritablement à inverser la situation. Et je pense que tous les acteurs doivent, à un moment donné, éviter quand quelque chose ne marche pas, il ne faut pas continuer avec. Il faut avoir le courage d'innover, de réfléchir à des mécanismes nouveaux et on a les capacités de le faire. On a les ressources humaines, que ce soit dans les centres de recherche, que ce soit dans nos universités, dans les différents laboratoires. Il y a de la réflexion qui est produite, il y a des connaissances qui sont produites, il y a du savoir qui est produit au quotidien. Il appartient à nos gouvernants de s'en servir pour voir comment la mise en œuvre pratique peut être faite. Mais tant qu'on va s'enfermer dans des groupuscules pour résoudre les problèmes d'une nation, effectivement, il va y avoir beaucoup de couacs. Donc, j'invite les acteurs à plus d'inclusivité. Je suis persuadé que les acteurs de la société civile peuvent apporter leur contribution. Les partis politiques qu'on a jetés aux gémonies et les acteurs politiques peuvent aussi apporter leur contribution. Il faut mettre chacun face à ses responsabilités et faire en sorte que l'inclusion soit la chose la mieux partagée afin donc qu'à travers l'intelligence collective, nous puissions donc surmonter ces défis qui se présentent dans notre pays en ce moment. Le miroir est là, il est devant nous. Nous avons intérêt à le regarder en face, à regarder les problèmes et à solidairement trouver les solutions idoines pour infléchir la tendance. Eux, ils sont 49 militaires, ils étaient ivoiriens, ils étaient détenus depuis le 10 juillet 2022 à Bamako. Entre-temps, 3 d'entre eux, les femmes, ont été libérés. Qualifiés de mercenaires, les 46 militaires restants sont finalement rentrés chez eux le 7 janvier dernier après bien des rebondissements. Bernard Bouma, tout est bien qui finit bien? Oui, en tout cas, j'ai un ami qui aime me dire que sur le plan, pour lui, sa définition de la diplomatie, pardon, le règlement diplomatique d'un problème, c'est que personne n'a gagné, mais tout le monde est content. Donc, dans cette affaire du Mali, personne n'a gagné, mais tout le monde est content. Et c'est ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne connaît pas, c'est la vraie vérité, pour paraphraser le confrère Boukari Ouba. Voilà. En tout cas, la vraie vérité, on ne l'aura pas. Une justice a été rendue très rapidement, et puis bon, voilà. Mais cette affaire laisse beaucoup de leçons. La première leçon, c'est la négligence sur les questions administratives que le dirigeant nous montre à la figure. Et quand j'ai même entendu le secrétaire général de l'ONU, Guterres, dire qu'au nom des petites formalités administratives, voilà, j'ai dit non, mais c'est pas possible. À ce niveau de responsabilité, pour 49 personnes, ce n'est pas une petite négligence administrative, c'est 49 personnes, c'est pas une seule personne. C'est une seule personne, pour dire qu'il y a eu une négligence, il y a eu une comment on appelle ça, un manque d'attention, mais pour 49, c'est quand même gros. Et pour des militaires, souvenez-vous, quand un policier qui n'est pas un élément de la défense, qui est de la sécurité intérieure, demande même un congé pour franchir les limites, les frontières de son pays d'origine, il y a toute une paperasse à fournir, il y a toute une formalité à remplir, sinon on ne bouge pas. Parce que s'il est pris, c'est à ses dépens. Ne serait-ce que ça. Je ne parle pas de ceux de la défense, c'est également la même chose. Donc, que dans un pays en guerre contre le terrorisme, et un pays qui ne l'aime pas, la Côte d'Ivoire a prouvé qu'elle n'aime pas le Mali. Dès le premier moment de la crise, la Côte d'Ivoire de Alassane, je parle plutôt du président, je ne parle pas de tous les Ivoiriens. Le président Alassane l'a fait savoir. Quand Ibeka était tombé, il a dit, bon écoutez, il faut resserrer les taux, il faut frapper ces gens-là, rétablir même Ibeka.
Il a failli des présidents comme le président Kabore et Ambalo pour dire que ça là, c'est une entreprise qui ne va pas marcher. Ce n'est pas possible. Il y a un grand risque sur le bilan humain. Encore que Ibeka me met entre les mains même de ces gens-là. C'est comme vous ne le récupérez pas, le installer à Koulouba. Il y avait déjà ce problème-là. Il y a eu la deuxième crise. On a vu comme à la Côte d'Ivoire, on a bandé les muscles avec le Ghana. Donc la réalité aussi, c'est que c'est un Mali qui dit Alassane ne m'aime pas, ces éléments sont venus sur une situation irrégulière, nous tenons le bon bout. Donc ils ont aussi surfé sur cette vague des écueils administratifs. Sinon, c'est pas sûr que les Maliens aussi ne voyaient pas les écueils administratifs passer. C'est ça aussi j'ai dit. Donc la deuxième leçon aussi, c'est le Mali. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois. Sinon, les autres pays ne risquaient pas de répéter les mêmes erreurs administratives, d'opérer la même négligence administrative. Je suis sûr qu'avec d'autres pays, c'est sûr qu'il y en a eu. Donc, nos États sont négligents sur ces questions-là. Maintenant, en situation de crise, en fonction de ce que ça t'arrange, tu te souffles sur le bout et puis bon, voilà. Donc, tantôt mercenaires, tantôt... Alassane même a reconnu qu'il y a eu des erreurs administratives. Alors que les premiers éléments de discours qui ont été servis ont dénié. On dit non, qu'ils ont respecté tous les protocoles en la matière et tout. C'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire l'entourage de Alassane aussi n'avait pas accepté dès les premiers moments à reconnaître que sur le plan administratif, il y avait des problèmes. On se rappelle de ce communiqué qui avait été sorti par le Conseil national de la défense, qui n'avait pas été signé ni cacheté, c'est sûrement mis que c'est le Conseil national de la défense qui dit que la Côte d'Ivoire n'a rien à se reprocher et rappelle et demande au Mali de les libérer. C'est maintenant que Alassane le connaît que lui il avait quelque chose à se reprocher, parce que sur le plan administratif, il y a eu des écueils. Donc la réalité aussi, c'est ça. Alors que c'est une crise dont on n'avait pas besoin, surtout pas dans cette affaire-là. Donc, entre voisins, je pense qu'il y avait un minimum de, comme on appelle ça, de confiance qu'on devait avoir entre voisins. Malheureusement, ça ne l'a pas. Voilà le Burkina et le Ghana actuellement. Alors que dans cette guerre, on n'en a pas. Il ne faut pas ouvrir ces fronts-là également. Donc, mais tout est bien qui finit bien. Je pense que ça a été réglé. Et c'est aussi un pays, la troisième leçon que je termine par là, c'est un pays comme le Togo, qui sort et qui s'affirme et qui a réussi la prouesse de pouvoir réconcilier, de pouvoir faciliter les choses. Et c'est la diplomatie togolaise qui gagne en galon. Espérons qu'elle va capitaliser, parce qu'à un moment donné, on a vu au Burkina, on était sur tous les fronts, facilitation, médiatisation, médiation, mais en quoi est-ce qu'on a pu capitaliser de ces missions qui avaient été conduites par Blaise Compaoré et son homme de main Djibril Bassolé, qui était pratiquement le facilitateur en chef sur ces dossiers-là? Est-ce que le pays a pu capitaliser? Donc, je plaide que le Togo également puisse capitaliser dans cette affaire, parce que Faure et son ministre des Affaires étrangères également se sont battus pour que la situation se normalise. Et c'est à l'honneur de tout le monde. C'est à l'honneur de tout le monde. Ces militaires ont été arrêtés le 10 juillet 2022 à Bamako. Ils sont arrivés et ils ont été accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires, venus du Mali, venus plutôt au Mali avec le dessein funeste de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du pays. Il y a eu plusieurs rebondissements, puis ils ont été condamnés le 30 décembre 2022 par la justice malienne à 20 ans de réclusion criminelle pour crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement. Mais 2 jours après, ou plutôt quelques jours après, le 5 janvier, ils ont été graciés par le président de la transition, Assimi Goïta. Geoffroy Vara. Oui, c'est très intéressant en tout cas, et je crois que c'est ce par quoi ça devrait vraiment s'achever. Maintenant, il y a eu multitude avant, et puis il y a eu beaucoup de tiraillements. Et pour ne pas revenir sur ce que Bernard disait, il y a eu des erreurs de départ, c'est clair, et il y a eu un flou qui a été entretenu, puisque quand on dit dès le départ qu'on vient pour une mission qui est chapeautée par l'ONU, et que l'ONU même, avec certaines de ces figures de proue, disent, bon, on a regardé dans les documents, au fond, il n'y a pas quelque chose de clair qui lie. Donc, évidemment, ça va commencer à poser question, et le Mali se retrouvait un peu conforté. Maintenant, comment est-ce que la Côte d'Ivoire enverrait les 49 militaires comme ça, et dans un avion, ça faisait un peu aussi,
c'était un peu fort. Donc, du coup, on s'est dit, bon, sûrement qu'il y a eu des erreurs administratives. Maintenant, voilà, le Mali a voulu se faire respecter, ce qui est normal dans ce qui s'est passé. Maintenant, il y a Goïta aussi qui jouait quand même aussi, quoi qu'on dise, un peu gros. Parce que, quand vous regardez, d'abord arrêter ces 49 militaires, il faut le faire. Et dire qu'on ne peut rien faire, il y a la justice qui doit faire son travail. Et malgré les appels du pied des voisins et tout, il maintient sa décision, ça aussi il faut le faire. Et en définitive, comme il l'avait prévu, ils sont passés, pour être logique avec lui-même, devant la justice. Et ils ont été condamnés et lui les a graciés. Donc, dans le parcours, on va dire que chacun a eu ce qu'il voulait plus ou moins. Goïta ne sort pas la tête basse dans cette affaire, même si au fond c'est les injonctions aussi qui ont fait que les militaires ont été libérés, parce que n'oubliez pas que le 22 décembre il y a Téné Birahima qui est le ministre de la Défense ivoirienne qui a fait le déplacement, je pense à Bamako. Il y a eu un protocole qui a été signé et le 31 Alassane avait dit qu'il serait libéré bientôt lors de son discours, mais une semaine après la signature du fameux accord dont le contenu n'a pas été donné, eh bien, ils ont été jugés. Ils ont été bel et bien jugés, reconnus coupables, puisqu'ils ont écopé de 20 ans. Et d'autres, parce que jugés par contumace, ont eu la plus lourde des peines. Donc, le Mali allait jusqu'au bout dans sa dynamique. Et après, c'est Goïta qui vient en clément. Voilà, pour dire ok, on va laisser tomber. Mais derrière, il y avait une CEDEAO aussi qui avait donné son ultimatum 1er janvier. Et là aussi, pour la partie malienne, Goïta a voulu démontrer qu'il ne va pas se plier à une CEDEAO. Même si on sait que dans les délais, il est resté dedans. Et quand il les libère, il ne se fait pas l'économie d'envoyer aussi des leçons et une pique à la CEDEAO. Maintenant, il y a eu le discours de Alassane lorsque les soldats sont arrivés et qui, pour chuter, a dit que le Mali reste un pays frère et tout, et comme si, bon, on passait l'éponge sur tout ce qui s'était passé. N'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire, elle, je pense que c'était le 11 novembre, avait envoyé une note à l'ONU pour dire on va retirer nos soldats ivoiriens qui y sont. C'est ce que Alassane avait dit en son temps. Et je pense que depuis 2014, il y avait plus de 800 quand même envoyés, hein, et soldats ivoiriens au Mali, ce qui n'est pas rien. Donc la brouille avait quand même atteint un certain niveau. Et Faure Gnassingbé a joué vraiment un rôle très important. Et là, ce qu'il est en train de mettre vraiment en place, c'est-à-dire que un Togo qui a une diplomatie originale très intéressante et avec une influence, malgré que ce soit un pays qui ne soit pas si grand et tout, mais il a su jouer vraiment sur ce tableau. Et puis à un moment donné, on avait comme l'impression que même Faure était taxé d'être trop pro-malien. Et donc, on avait comme l'impression qu'on voulait l'évincer parce qu'il y avait Macky Sall qui était rentré, il y avait Mbalo qui était rentré dans la médiation. Mais après, ils ont vite compris que l'oreille attentive que les Maliens ont, c'est à l'endroit de Faure. Donc, il faut passer par lui pour pouvoir obtenir ce qui est possible. Donc, voilà une parenthèse qui se referme, ouais. Mais il y a des questions qui vont toujours demeurer. Au fond, parce qu'à un moment donné, les Maliens ont dit, c'est pas 49 soldats ivoiriens en tant que tels. Il y en a qui ne sont pas ivoiriens là-dedans. La question demeure. Et quand vous regardez aussi l'accord, il y a un accord qui a été signé le 22 décembre. Le 22 décembre, tout à fait. Qui a été brandi par, on avait vu le ministre des Affaires étrangères malien et puis Téné Birahima. Il y avait le ministre des Affaires étrangères du Togo aussi. Donc, qui brandissait le document, mais c'est pas ce qu'il y a dans le document. Donc, qu'est-ce que le Mali a négocié dans cette affaire? Parce que n'oublions pas qu'à un moment donné, le Mali avait tenté d'avoir des contreparties, notamment ceux qui les dérangent du côté de la terre de Burundi et qui se plaisent à faire des conférences de presse pour attaquer Goïta et les militaires au pouvoir. Qu'est-ce qui est dans l'accord qui a été trouvé? Ça aussi, c'est une autre question qui va demeurer. Mais le plus important, c'est que c'est des voisins, c'est des pays frères qui ont trouvé, par le jeu du dialogue, par le jeu de la diplomatie, un juste milieu pour des soldats qui rentrent aussi parce que c'est des pères de famille. Bon, les femmes ont été libérées un peu plus tôt. Et voilà quelque chose qui finit quand même bien.
Voilà quelque chose qui finit bien, Inoussa Ouedraogo, même si justement on ne sait pas tout ce qu'il y a dans cet accord signé le 22 décembre. On aurait pu dire que peut-être c'était un arrangement d'aller jusqu'au procès et puis de libérer ces soldats quelques jours après. On ne peut pas condamner des gens à des peines aussi lourdes et puis juste quelques jours après les libérer, non? Non, je pense que c'est le fruit de la diplomatie. Et le peuple malien et le peuple ivoirien, comme l'a dit le président Ouattara lui-même, sont des peuples frères. Ils ont su donc aller au-delà des ressentiments de chaque partie pour trouver le juste milieu, afin donc que personne ne sorte humilié de cette crise-là qui n'en valait vraiment pas la peine. Et dès le début, moi j'ai toujours dit que ces deux peuples-là pouvaient trouver une solution amicale à cette crise-là. C'est une crise qui est intervenue et dans un contexte certes difficile, et jusque-là on ne saura pas la totalité de la vérité dans cette situation-là. La vérité vraie, comme a dit Bernard. Le plus important, c'est qu'on ait pu en tout cas atteindre cet objectif-là. Cela est à l'honneur du président Goïta et de l'ensemble du peuple malien d'avoir traité cette affaire-là donc devant la justice malienne. C'est une bonne chose également pour le président Ouattara qui a fini par atteindre ses objectifs. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'accueil chaleureux qui a été réservé à ces 49 militaires du côté donc de la Côte d'Ivoire. Toute la République ivoirienne était mobilisée à l'aéroport, et quand j'ai écouté le discours du président Ouattara, je me suis dit bon voilà, c'est très bien, on peut lui reprocher des choses, on peut ne pas être d'accord avec certaines prises de position, mais globalement il a montré qu'il était un homme d'État et qui se souciait donc au moindre détail de tout ce qui arrive à ses compatriotes, surtout quand ils sont engagés sur des fronts tel que ça a été le cas avec les 49 militaires. Il s'est adressé à eux. Dans son discours, j'ai entendu plusieurs fois le mot bravo, j'ai entendu plusieurs fois le mot peuple frère du Mali. Tout ça montre qu'il a pris de la hauteur et il est dans l'optique d'éviter au maximum des couacs entre le peuple malien et le peuple ivoirien, qui sont des voisins, qui de part et d'autre partagent beaucoup de choses. Et moi je suis très content que cette situation soit terminée de cette façon-là. Et ça montre que moyennant un minimum de courage, moyennant un minimum d'intelligence, de communication, on peut donc parvenir à surmonter donc un certain nombre de difficultés. Et le président ivoirien a réussi, quoi qu'on dise, à libérer ces 49 militaires qui étaient en lien de détention, et le président Goïta aussi est parvenu donc à atteindre ses objectifs en faisant en sorte donc que ces 49 militaires là passent devant la justice malienne. J'ai envie donc de dire que nous prions donc afin qu'il n'y ait plus jamais ça entre les peuples frères d'Afrique, parce que nous sommes un, nous sommes uniques, et c'est ensemble que nous parviendrons donc à résorber nos problèmes avec beaucoup de communication, plutôt que d'être là à se tirailler et à continuer à se frapper alors que la pluie nous bat quotidiennement. Nous sommes un frère, et d'ailleurs il l'a dit, le président ivoirien, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Et vous l'avez si bien souligné, c'est le Togo qui sort aussi grandi de cette affaire. Faure Gnassingbé avec le Togo font de belles choses actuellement. Vous voyez, la Coupe du Monde récemment a été donc la rediffusion des matchs de la Coupe du Monde a été assurée par une chaîne du Togo. Et sur le plan économique, il y a beaucoup d'avancées, et ce petit pays risque de surprendre très bientôt. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, au cours de laquelle les juges ont exercé leur regard sur les écoles fermées ainsi que la situation des élèves et enseignants affectés par les crises multiformes qui assaillent le Burkina Faso. Nous avons également parlé des militaires ivoiriens détenus au Mali pendant 6 mois et graciés après leur condamnation par le président de la transition malienne, Assimi Goïta.
Bernard Bougman, merci. Merci, Président. Merci à Geoffroy Vara. Merci. Et merci à Inoussa Ouedraogo. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Le tribunal de l'actualité revient demain. C'est votre rendez-vous des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Et vous le retrouverez avec un maillet toujours si juste, incisif et sans complaisance.